Tu te dis, j'avais raison avec Capitaine Train, personne ne voulait le faire, ça Ouais. s'est vendu 200 bars. Le deuxième livre que je lui ai fait faire, c'était une boîte qui s'appelait We Do Gift, on a fait 25 fois la mise. La différence, elle se fait quand le matin, t'as pas envie de te lever, et que tu te lèves quand même, et que tu vas faire ton entraînement, quoi. Et moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne, gens qui pitch. Tu vas scroller ta page contact, je vais te dire stop, la personne sur laquelle tu t'arrêtes, tu l'appelles. Il est long et difficile de construire, il est extrêmement facile de détruire. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alan, cofondateur de Fundora, la plateforme qui permet au grand public d'investir dans les meilleurs fonds de private equity. Aujourd'hui, pour le 3e épisode de Due Deal, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean de la Roche-Brochard. Jean, est-ce que tu es content d'être ici ? Salut Alan, en retard mais ravi. Eh ben écoute, moi de même, on est super heureux de te recevoir ici. Pour te rappeler le concept de Due Deal, si tu l'as oublié, et pour l'expliquer à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, Due Deal, c'est l'opportunité de découvrir tes 2 plus gros deals de ta vie, le meilleur comme le pire. Dans les 2 histoires, on va venir décrypter chaque moment qui les ont constitués, comment tu as arbitré, s'il y a eu des conséquences et s'il y a des leçons à en tirer. Mais juste avant, pour te présenter à tous nos auditeurs et nos viewers avec nos millions d'abonnés, Jean, t'as pas été un crack des études. Tu as redoublé 2 fois, même il me semble. Tu es arrivé sur le marché du travail en pleine crise des subprimes, chez Avenir Finance, en proposant à des boîtes d'entrée en bourse sans réelle raison valable. C'est tes mots, c'est pas les miens. Tu as ensuite fait le choix de faire du fundraising pour des startups, donc levée de fonds pour les startups. Tu as fait lever Sojin aussi. Tout à fait. On reviendra très rapidement, tu verras Mais je pourquoi. veux bien. Avant d'être mis en lumière et de connaître une grosse ascension médiatique avec The Family, tu avais été séduit par le projet. Et puis, tu as pris les rênes de Kima Venture avec Xavier Niel et tu as réalisé jusqu'à aujourd'hui plus de 1000 investissements. Tu as le chiffre là, à date d'aujourd'hui ? Je dois avoir sur mon téléphone, mais c'est entre 1350 et 1400 au total. Quand je suis arrivé, on était à 350, donc on doit arriver aux 1000. Hein. Voilà, donc j'avais raison, on y revient. Plus de 1000 investissements, c'est une approche massive. Comment tu fais pour très rapidement détecter un bon entrepreneur, une bonne startup ou l'inverse ? Et pas faire d'erreur, en tout cas le moins possible. Ouais, bon déjà mon métier c'est pas forcément d'avoir raison parce que 80% des boîtes dans lesquelles je vais investir vont entre guillemets aller au tapis. Donc ce que je dis souvent c'est que nous notre job chez Kima c'est pas de financer le succès, c'est de financer le progrès. On finance des entrepreneurs qui vont progresser dans leur aventure entrepreneuriale. Parfois ça va donner des choses extraordinaires, parfois ça va donner des choses pas mal. Et souvent ça va pas aller au bout mais ça va permettre à ces entrepreneurs d'apprendre beaucoup, d'apprendre vite, d'apprendre dans la difficulté. Et c'est souvent quand on apprend d'ailleurs dans la difficulté que les belles choses se font. Je regardais une interview de Michael Phelps, donc le nageur croisé avec Léon Marchand, et qui disait la différence elle se fait quand le matin t'as pas envie de te lever et que tu te lèves quand même et que tu vas faire ton entraînement, quoi. Et ben l'entrepreneur il est un peu soumis à ça toute la journée. Et donc nous c'est ça notre job chez Kima. Et après, les entrepreneurs, écoute, nous, on a des traits de caractère qui nous marquent. Les bons entrepreneurs, c'est souvent des gens qui ont du rythme, parce qu'ils vont vite, et ils vont plus vite que les grands groupes ou que leurs compétiteurs. C'est des gens qui savent s'entourer, parce que tu démarres seul, et puis il faut trouver peut-être des cofondateurs, des advisors, des gens forts autour de toi. Et la troisième chose, c'est l'adaptabilité, parce que tu es soumis à tout un tas de contraintes, de problèmes et de déconvenus. Et en fait, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle un growth mindset. Donc, quelqu'un qui est capable de se remettre en question, d'apprendre de ses erreurs, de pivoter, de changer, d'évoluer. Et ça, c'est les 3 gros traits de caractère qu'on voit. Et après, c'est toujours une balance. Moi, ce que j'appelle, je dis souvent, moi, un entrepreneur, c'est un schizophrène sain. Hein, tu vois, c'est quelqu'un qui est extrêmement optimiste et visionnaire, et en même temps qui sait faire preuve de clairvoyance face au présent. C'est quelqu'un qui va apprendre des meilleurs tout en faisant des choix singuliers dans son apprentissage. C'est quelqu'un qui va savoir aller vite et en même temps faire les choses bien. Et donc, en fait, tu es tout le temps tiraillé entre 2 extrêmes que tu essayes de réconcilier. Ouais, excellent. Tu disais que 90% des startups dans lesquelles tu allais investir allaient potentiellement... Non, t'es sûr que j'ai dit Non, 90, ouais, on va je suis pas sûr. Non, laisse-moi les 80. Bon, allez, les merde. 80 avec la pondération. Donc, risqué de se cracher. Aujourd'hui, il y a pas mal d'investisseurs privés, donc particuliers, qui sont un peu cassés les dents ces dernières années avec les valos qui ont éclaté, etc. Toi, tu es dans un fonds.
Est-ce que tu penses que l'investissement indirect, donc via des fonds aujourd'hui, risque de prendre le dessus plutôt que l'investissement direct? On retrouve des problèmes de deal flow, des problèmes d'analyse, tout ce qui est ton métier et pas le métier d'un investisseur privé, justement. Écoute, c'est intéressant ce que tu dis parce que bon, c'est un métier à plein temps d'être investisseur. Si tu décides d'être investisseur sur le côté en direct en tant que business angel et que tu n'en fais pas entre guillemets une activité quasiment à temps plein ou avec le bon réseau, c'est sûr tu vas récupérer les miettes quoi. Tu récupères pas le haut du panier. Sauf que dans notre métier, on est dans un métier ce qu'on appelle d'outlier, de power law, où c'est En 1% français, des pour tous ceux deals. qui nous regardent, qui sont pas du métier, qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, Power je law, n'ai jamais etc. traduit en français Ah, power law, mais si tu veux, tout est dessus. Un pouvoir, power, elle est là, et law, la règle, elle est là. Quoi. Donc, c'est juste que là, tu as une pondération énorme où 1% des boîtes vont générer 90% des retours. Si tu veux l'atténuer un peu, tu peux dire que 10% des boîtes vont générer 90% des retours, mais ouais. en gros, c'est ça. Et donc, et c'est très très vrai dans l'investissement en start-up, en venture, en amorçage, parce que le taux d'incertitude au démarrage est extrêmement élevé. Et d'ailleurs, tu regardes, plus plus le stade de développement des boîtes avance, Mhm. plus la certitude, ou en tout cas les informations qui sont à ta disposition pour prendre de bonnes décisions est importante. Et donc, plus tu peux avoir une approche qui est une approche structurée. Sauf que un business angel, s'il veut faire du private equity ou du venture capital, oui, il peut avoir accès à des startups. Est-ce qu'il va avoir accès à la PME du coin qui fait 15-20 millions d'euros de chiffre, rentable, financée par un private equity small cap, ou même la boîte qui fait 100-200 millions de chiffres, rentable, financée par le private equity encore plus gros du coin? Jamais de la vie, quoi. Ouais, c'est tout le problème. Donc, un investisseur particulier qui veut mettre son argent en private equity au sens large, bien sûr qu'il a beaucoup plus intérêt à essayer de passer en fonds de fonds et sur une stratégie un peu diversifiée. Oui, peut-être qu'il va faire un peu de venture, mais le venture, c'est extrêmement risqué. Et la power law dans le venture, je pense d'ailleurs, est beaucoup plus prépondérante que dans le reste du marché. Et puis un peu de small, mid, large cap pour diversifier son portefeuille d'investissement privé. Super intéressant. C'est quoi pour toi tes top fonds en tant que spectateur, tu vois, peut-être pas en tant que professionnel, si tu te détaches un peu du truc, mais aujourd'hui, si tu devais citer 3 noms de fonds que tu kiffes, ça serait quoi? Je pars en private equity. Les premiers qui me viennent à l'esprit, c'est Astorg, KKR et Silver Lake. Voilà, je Ouais, t'en donne trois comme ok, ça. Bon. génial. Jean, c'est le moment de nous raconter d'abord ton plus beau deal, ton meilleur deal. Je te demandais d'y apporter des éléments de contexte. Et j'ai droit qu'à un deal. Non, après, tu as le meilleur, oui, un deal. Oh, Et après, d'accord. tu as Ok, le ok, plus ok, mauvais. ok, ok. T'as le plus Je vais mauvais. faire un deal. Bon, c'est pas Je sais grave. que tu en as 2000 Je des suis meilleurs désolé deals, pour mais tous les autres très beaux deals. Mais bah, le problème, on fera un épisode 2 ensemble. ok, c'est juste qu'il y en avait un qui a été, il y en a un qui a cristallisé mon rôle chez Kima Venture, et il y en a un autre qui a cristallisé une bonne partie des relations incroyables que j'ai bâties dans ma carrière, quoi. Donc c'est très difficile forcément de choisir, quoi. On aurait pu faire les deux, mais t'arrives en retard. J'arrive en retard. Bon, je vais faire vite sur le premier juste pour donner un peu de contexte. Allez. En 2011, j'ai rejoint Pascal Mercier, un leveur de fonds de la place parisienne. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai un entrepreneur qui m'a appelé pour me présenter un de ses copains qui était le fondateur de Capitaine Train. Capitaine Train qui était un concurrent de SNCF Connect pour vendre des billets de train. Ce fondateur en question qui m'a fait cette mise en relation, c'était la toute première boîte pour laquelle j'avais levé des fonds en 2008, qui s'appelait Jamendo, et Sylvain Zimmer. Et parce que même si on n'avait pas réussi à lever de l'argent pour eux, bah, ils en avaient gardé un bon souvenir. Il m'a fait cette introduction. Cette introduction, elle est importante parce que cette boîte-là, je me suis battu pour lever des fonds pour eux. Ça a été difficile. À l'époque, Kima Ventures, le fonds de Xavier Niel. Pourquoi ça a été difficile? Parce que c'était un business à faible marge, où il fallait faire des volumes colossaux, et donc qui ne rentraient pas dans les cases de beaucoup d'investisseurs. Malgré le fait que c'était des entrepreneurs qui, moi, je trouvais d'exception, avec un produit exceptionnel, et des cohortes, c'est-à-dire une récurrence des usages de leurs clients qui était exceptionnelle aussi, quoi. Mais bon, écoute, pour moi, ça me paraissait une évidence, visiblement pas pour le reste du marché, mais c'est aussi ça qui m'a fait dire que je serais peut-être bon dans ce métier-là, quoi. Ouais. C'était 2011, j'avais présenté le dossier à Kima Ventures. Malheureusement, Kima Ventures n'a pas fait le deal parce que Xavier avait gelé les investissements à cette époque-là sur Kima. J'ai présenté la boîte à Index Venture, qui a fini par faire le deal. Excuse-moi, c'est quoi ta relation avec Xavier à ce moment-là? Zéro, je ne connais pas.
Ok. On est en 2011. Moi, j'ai envoyé un call d'email à Jérémy Bérébi, Ok, comme ça. qui a commencé le fonds il y a 1 an. On est vraiment au balbutiement de Kima Ventures, quoi. Donc à l'époque, je présente le deal à Kima Venture, qui n'investit pas, parce que Xavier avait gelé les investissements quelques semaines avant. Et je présente aussi le deal à Martin Mignot, partenaire chez Index Venture, qui a investi dans Capitaine Train. En 2013, je décide d'arrêter la levée de fonds pour devenir investisseur. Et à ce moment-là, Martin Mignot me dit, écoute, moi j'ai mis de l'argent dans une petite boîte qui s'appelle The Family, rencontre-les, je suis sûr que le fit va passer. Et c'est là que je me retrouve à rejoindre The Family. C'est important parce que quand je relance The Family, un peu plus tard, le fondateur de Capitaine Train me rappelle pour lever de l'argent. Je lui conseille de passer par un leveur de fonds, comme j'étais à l'époque. Finalement, il ne le fait pas sur les conseils de ses investisseurs. Ok. Sa levée de fonds ne se passe pas bien. Il me rappelle, je lui file un coup de main pour lever de l'argent. Et c'est là que je fais un call d'email à Xavier pour lui présenter Capitaine Train. Et c'est là ma toute première interaction directe avec Xavier, Énorme. qui fait qu'ensuite, on a continué d'échanger. Au même moment, la personne qui gérait ses investissements était en train de partir. Et donc, j'ai continué à envoyer des deals à Xavier. Et puis, 6 mois plus tard, on s'est rencontrés et puis il m'a proposé le job. Et donc, ce deal, il est très important parce qu'il est issu d'une mise en relation de mon tout premier client en 2008, qui débouche sur la levée de fonds en 2011, qui redébouche sur l'intro à The Family en 2013, qui redébouche sur le deal avec Xavier en 2014. Et tout ça avec un ensemble de concours de circonstances qui est absolument incroyable pour arriver au job de mes rêves. Et donc, ce que ça prouve, c'est que se donner les moyens et faire l'extra mile systématiquement dans toutes les tâches qu'on fait peut ouvrir des portes qu'on n'aurait jamais imaginées auparavant. Donc ça, c'est ce premier deal. Il est important parce qu'il cristallise mon rôle chez Kima. Mais le deal le plus beau que j'ai eu à faire avec Xavier, c'est une boîte qui s'appelle Zenly. En fait, quand je suis arrivé chez Xavier en septembre 2015, j'ai dit à Xavier, écoute, c'est super de faire 100 deals par an ou 150 deals par an avec Kima, mais ça serait bien qu'on mette plus d'argent dans moins de deals et qu'on double la mise sur les gagnants. Et Xavier, je lui dis, puis en plus, on gagnerait plus d'argent. Et Xavier me dit, mais Jean, moi, j'ai pas besoin de plus d'argent, tu vois. C'est pas pour ça que je le fais. Et il me dit, mais si tu vois des deals comme ça, fais-moi un mail et puis on verra. 15 jours plus tard, je lui parle de Zenly. J'avais rencontré les fondateurs 2 ans avant. Là, ils levaient de l'argent. Ils commençaient à avoir des métriques assez intéressantes sur leur application, qui est une application de géolocalisation pour géolocaliser tes amis. Qui à la base était une Alert Us, non? Qui s'appelait Alertos à la base, C'est tout ça. à fait. Pour que les parents puissent localiser leurs enfants. Ouais. Pourquoi ce pivot? Ce pivot, parce qu'en fait, la taille du marché sur la partie sécuritaire c'est très anxiogène de pitcher un produit qui vise à vérifier si tes enfants vont bien, quoi, tu vois. Alors que tu veux plutôt appeler les gens vers quelque chose de plus playful, de plus sympathique, de moins angoissant, surtout quand tu touches à quelque chose comme la localisation qui en termes de vie privée est quand même assez intrusif, tu vois. Donc Zenly, c'était, tu vois, t'avais alerte et t'avais zen, tu vois, les deux opposés, quoi. Donc, Zenly, et ça reposait sur le pari de dire qu'il y a des gens qui allaient partager leur localisation quand même. À l'époque, ce qui à l'époque était assez, était pas fréquent, alors qu'aujourd'hui, les gens se posent beaucoup moins la question, quoi. Et donc j'en parle à Xavier, je dis à Xavier, écoute, voilà, j'ai ces 2 entrepreneurs, je les trouve incroyables. Ils lèvent un tour de financement, ce serait bien qu'on mette plus que 150 000 €. C'était quoi le business model à ce moment-là? Il n'y avait pas de business model à l'époque. Ouais, on se disait qu'ils allaient gagner de l'argent avec de la souscription, avec des pubs, avec peut-être de la revente de la data, tu sais. Et comment tu valorises du coup une boîte comme ça qui n'a pas de revenus? Tu peux pas trop la valoriser. Ce que tu sais, c'est tu sais de combien elle a besoin d'argent pour les 18 à 24 prochains mois. Et tu sais que sur la base du montant que tu vas investir, ils peuvent pas se diluer de plus de entre 15 et 25% à la louche, quoi. Donc en fait, c'est juste une règle de 3 mal taillée sur un business model qui n'existe pas et une boîte qui nécessairement est trop chère au moment où tu investis chez elle, tu vois. Ok. C'est fou parce que je connais la suite de l'histoire et c'est fou que la règle de 3 mal taillée fonctionne. Ouais, fonctionne trop même. Trop bien. En fait, à l'époque, Xavier me dit, mais il lève combien? Je lui dis, 6 millions. Il me dit, mais ok, mais tu veux faire quoi? Tu veux qu'on fasse tu veux qu'on mette la moitié du tour? Je lui dis, je sais pas, il faudrait peut-être que tu les rencontres avant. Et tout ça se fait par email. Hein. Et il me répond, mais tu m'as dit qu'ils étaient super. Je dis, ah oui, ils sont super. Il me dit, moi je fais confiance. Je dis, ok, bon, si tu fais confiance, on peut mettre 2 millions. Et il me dit, mets 3 si tu veux. Et du coup, on a mis 3 millions. 9 mois plus tard, on a levé un tour de financement avec Benchmark Capital, qui est un gros fonds de la Silicon Valley, sur une valorisation proche de 100 millions.
Et 9 mois plus tard, on a revendu la boîte à Snapchat pour 300 millions de dollars. Et nous, on a récupéré. Bon, après, il y a les impôts qui sont passés derrière parce qu'il y a eu moins de 2 ans de détention. Mais on a récupéré brut presque 30 millions d'euros. Donc, un montant colossal, quoi. Et, Ça, c'est tes premiers deals. Mes premiers deals. Ouais, c'est ça. Ouais, chez Xavier. Puis un montant significatif qui rend un montant significatif. Donc, c'était super pour ça. Puis là, tu as un ego boost de fou. Tu te dis, ça y est, je suis à ma place. Mais tu te dis, j'avais raison avec Capitaine Train, personne ne voulait le faire. Ça s'est vendu 200 bars. Et tu vois, à l'époque, quand on a vendu avec Xavier, on a vendu 9 mois après que je sois arrivé chez lui. Et on a touché, je sais pas, peut-être 15 fois la mise sur Capitaine Train. Le deuxième deal que je lui ai fait faire, c'était une boîte qui s'appelait We Do Gift. On a fait 25 fois la mise. C'est ticket de 150, donc c'est pas énorme à chaque fois, mais bon, voilà. Et après, il y a eu Zenly, sur lequel on a fait presque 10 fois la mise sur un ticket de 3 millions, quoi. Donc c'était ouf. Donc tu te dis, je suis à ma place. Je suis pas trop mauvais dans mon job, quoi. Donc ça te rassure vachement. Et puis en plus, Antoine Martin, le CEO de Zenly, c'est quelqu'un qui m'a présenté beaucoup de monde, beaucoup d'entrepreneurs. Et je sais pas si vous avez vu, mais il y a 2 jours, il y a une société qui s'appelle Poolside, Poolside.ai, qui fait la bataille en face de OpenAI, Mistral, Anthropic, tout ce que vous voulez sur les GI, l'intelligence artificielle généralisée. Et ce fondateur, Eizo, m'a été présenté par Antoine Martin en 2016 à l'occasion d'un email que Antoine Martin avait reçu. À l'époque, Eizo était fondateur d'une boîte qui s'appelait Sourced. Sourced, il reprenait tous les profils de développeurs sur GitHub, ils analysaient leur repository, tout ce qu'ils faisaient, etc. Et ils permettaient aux meilleures boîtes tech d'embaucher les meilleurs développeurs pour leurs produits. Et donc, ils avaient fait un call d'email à Zenly pour promouvoir leur service. Et Antoine m'a dit, putain, écoute, on reçoit beaucoup d'emails de ce type-là, mais celui-là, il est bien foutu quand même. Et j'étais à Barcelone ce même jour, et j'ai vu que la boîte était espagnole, et du coup, j'ai fait un mail au CEO, qui me dit, super, je viens de voir en fin de journée. Bon, ce que je ne savais pas, c'est que ce jour-là, il avait pris un train de Madrid pour venir à Barcelone pour qu'on se voit. On a passé 2 ans ensemble, c'était incroyable. Et le lendemain, on a fait une term sheet pour investir 1,5 million ou 2 millions d'euros avec Xavier dans la boîte. Et ça n'a pas marché, cette première boîte. Il a pivoté très vite sur AI on code, donc c'était vraiment genre codé avec de l'AI. Ce qui était dingue, parce qu'on parle de 2016, tu vois, donc c'est hyper tôt. Le mec est très visionnaire. Il n'y avait pas encore la technologie, il n'y avait pas encore un marché assez mature et tout, donc la boîte n'a pas marché. Il a relancé une deuxième boîte dans laquelle on a réinvesti, parce qu'on est très confiance en lui malgré l'échec de C'est des choses qui t'arrivent, ça, d'autres fois, de réinvestir dans des boîtes qu'on plantait Tout le temps, tout le temps. Nous, nos entrepreneurs, tant qu'ils progressent et qu'on aime l'histoire qu'ils ont écrite malgré l'échec, on va remettre un ticket, quoi. Ok, c'est une sorte de règle, quoi, un peu. Je sais pas si c'est une règle, mais je pense que tu sais, dans le commerce, on dit souvent que c'est moins cher de fidéliser un client que d'en acquérir un nouveau. Dans l'investissement, c'est pareil. C'est mieux de financer quelqu'un que tu connais que quelqu'un que tu connais pas, quoi, tu vois. Bien sûr. Donc là, tu as un peu d'infos. Et donc, on a refinancé sa deuxième boîte. Et finalement, il m'a appelé il y a un peu plus d'1 an. Il m'a dit, Jean, 1 an et demi. Il me dit, écoute, là, il y a tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. C'est exactement le pitch de Sourced en 2016. À l'époque de Sourced, on avait refusé une offre de rachat de GitHub à 100 millions de dollars. Et c'est comme ça qu'il avait fait la connaissance de Jason, le CTO de GitHub, avec qui il est associé aujourd'hui. Donc, incroyable. Okay, ouais. Et il me dit, avec Jason, on se dit qu'il faut qu'on monte un truc maintenant, quoi. Et je lui dis, écoute, si tu fais maintenant, tu le regretteras toute ta vie. Donc, fais ce qui est juste pour tes actionnaires par rapport à ta boîte actuelle, et puis on verra, quoi. Et il a gentiment pris nos actions de sa boîte précédente. Il les a ce qu'on appelle rollover dans la boîte une sorte de transfert, quoi. Exactement. Et aujourd'hui, Poolside a levé 500 millions de dollars sur une valo à 3 milliards, quoi. Et c'est un truc de malade. Et donc, et ce mec-là, je l'ai connu parce que Antoine Martin de Zenly m'a fait cette intro en 2016, enfin m'a parlé de cette boîte en 2016 d'un point de vue, de manière hyper random. Mais même toi, tu le vis, ça te paraît fou rien de le raconter. Extraordinaire. T'as une morale un peu autour de ça, de rencontrer des gens, de parler avec tout le monde, je sais pas. Mais non, mais je pense que la morale, c'est qu'il faut savoir être, c'est pas sensible, c'est savoir capter les signaux. Ouais. Et on a souvent des signaux, il faut savoir les capter, les signaux faibles. Et il faut savoir les exploiter vite, les exploiter bien.
Et puis là, si tu regardes Capitaine Train, Zenly ou Sourced, c'est des histoires qui s'écrivent vraiment dans la durée, quoi. Et donc, il y a un enjeu de patience et de résilience qui est hyper important. Si tu te dis, je vais faire un coup, bah, tu sais quoi, va jouer au loto, quoi. Mais si tu veux faire une carrière, bah, dis-toi qu'en réalité, les choses vont se cranter au bout de 7, 10, 15, 20 ans, quoi. En fait, c'est long. Et c'était Bill Gates qui disait dans une interview, on surestime ce qu'on peut faire en un an, on sous-estime ce qu'on peut faire en 10. Et c'est très vrai. Ouais, grave. Merci beaucoup. J'ai un petit jeu à te proposer avant de passer à la seconde histoire. Je t'avais parlé de Sojin au début de... Ça pourrait être le pire deal, hein, si tu veux. Non, peut-être pas. Mais tu avais parlé de l'exercice du pitch. Ouais. Tu avais dit aux investisseurs, non mais les jeans, c'est une super porte d'entrée dans le textile et tout, croyez-y. Et moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne gens qui pitch. Donc, je te propose quelque chose. Ouais. Tu vas scroller ta page contact sur ton téléphone. Uh-huh. Je vais te dire stop. La personne sur laquelle tu t'arrêtes, tu l'appelles. Et là, tu as deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu lui pitches une startup complètement fictive que je t'ai mis au point. J'ai un tout petit pitch, mais je t'avoue, c'est pas fou. La startup est un peu pourrie. D'accord, sympa, merci mon vieux. Bah, c'est pour voir, tu vois. Soit tu pitches Fundora. Et le but, c'est de lui dire que c'est l'opportunité de sa vie et qu'il faut qu'il investisse dedans. Ça te dit ? Qu'est-ce que tu choisis ? Montre-moi ton pitch de merde là d'abord. Alors, Click and Trash, là, pour ceux qui nous écoutent et qui ne regardent pas. Donc, Click and Trash, c'est facile, c'est trop de gens oublient de vider la corbeille de leur ordinateur, ce qui ralentit les machines et irrite les utilisateurs. C'est une corvée quotidienne inutile. Et donc là, c'est un SaaS qui vide automatiquement la corbeille. Et grâce à l'IA, pas besoin de cliquer, la corbeille se vide sans effort. Voilà, c'est très cher, c'est 10 balles par mois. Pour une gestion automatique et limitée de la corbeille. En fait, c'est comme si tu savais pas te laver les dents et qu'il fallait qu'il y ait un robot qui t'attrape par le col et qui te lave les dents le soir. C'est un peu ça. Sachant que ça prend une seconde. Voilà. Et c'est à peu près, si tu prends 3 minutes de brossage de dents, ça veut dire que c'est 180 fois moins prenant de vider ta corbeille que de te laver les dents. Voilà. Autant te dire que si tu n'y arrives pas, en fait, vaut mieux que tu n'aies pas d'ordinateur. Voilà. Pas de dents non plus. Et il a besoin de 200 000 euros pour se payer des vacances aux Maldives pendant qu'il vend son truc. Voilà, sur des pubs fictives sur Instagram. Alors, donc j'ai compris le principe. Hein, c'était une très bonne idée, ça. Voilà. T'en as plus besoin ? Tu me fais le pitch de Fundora ? Allez. Là, on a une vraie boîte. Là, on a quelque chose de super solide. Donc là, c'est pour investir dans les meilleurs fonds de private equity. Jusque-là, au moins, ça mérite d'être. C'est un sujet qui te parle, déjà. C'est un sujet qui me parle, et puis c'est clair, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Et c'est un truc que ton banquier ne te proposera pas. Donc les fonds de private equity sont accessibles uniquement à l'élite financière. Bon, faut peut-être pas déconner quand même, mais il faut du réseau, quoi. High network. High network, il faut du réseau et tout, parce que les tickets sont vraiment élevés. Et le secteur, on dit qu'il est opaque, mais il n'est pas opaque, c'est juste qu'il est réservé, quoi. Tu vois, ouais, mais il est pas communiqué, il n'est pas brandé aujourd'hui. Non, parce que les gens n'ont pas besoin. Ils veulent pas aller chercher Madame Michu avec son ticket de 5 000 ou de 100 000 euros, quoi. Bon, alors. C'est parti. Romain Cottard, parfait. Alors. Tu peux te mettre au haut-parleur ? Quoi ? Pour le micro, tu peux te mettre au haut-parleur ? Je vais lui faire un message vocal. Il pourra que me rappeler. Sinon, on retente quelqu'un ? Messagerie Orange, bonjour. C'est une pub pour Orange. Xavier, je suis désolé. Je te jure, je n'ai pas fait exprès. Ouais, salut mon vieux. Écoute, je sais pas si c'est bien que tu répondes ou pas, parce qu'on est en direct sur un podcast et il fallait que je te parle d'un dossier qui s'appelle Fundora. Ça tombe bien parce que toi qui es lever de fonds, tu vas bien comprendre. C'est pour te donner accès aux meilleurs fonds de private equity du marché pour ceux qui n'ont pas des millions à investir. Et comme je sais que toi, tu investis que quelques centaines de milliers d'euros par an dans
dans des projets IMO ou autres, je me suis dit que ça te ferait plaisir de savoir que j'avais des opportunités avec cette boîte-là dans des fonds qui font 15 à 20% de TRI+, de manière historique, et auquel tu vas pouvoir avoir accès avec tes petits tickets. En plus, ça va te diversifier un peu de ton IMO et de tes startups. Donc, c'est pas mal. Et puis, en plus, bah tiens, en plus, il lève un tour de financement de 300K. Donc, tu sais quoi? Tu mets un peu d'argent dans les fonds, tu mets un peu d'argent dans Fundora. Et comme ça, tu es diversifié à droite, à gauche. On fait une pierre deux coups et c'est nickel. Voilà. Allez, tiens-moi au courant rapidement, parce que 300K, ça se trouve, enfin, tu vois, sous une pierre, quoi. Donc, faut pas traîner. Hein. Je t'embrasse. Non, on peut applaudir l'agent quand même pour l'exercice. Génial, j'ai adoré. On parlait rapidement, enfin, on a entendu dire que les tickets étaient élevés, donc le marché était très instit au niveau des investisseurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup de retailisation, mais de partout, tu vois, sur un peu tous les secteurs qui visent le financement. Est-ce que tu penses que le retail, demain, il a sa place à part entière dans l'économie réelle et dans les fonds, donc? Et est-ce que tu ressens aujourd'hui cette bascule entre les instituts qui ont plus de mal à lever et le retail? Alors moi, malheureusement, je suis pas dans le secret des dieux de ce qui se passe entre les fonds qui lèvent et les instituts qui investissent de l'argent. Ce que je sais juste, c'est que les institutionnels ont toujours de l'argent à investir. Et moi, je le vois parce que dans les copains qui ont des fonds et qui lèvent de l'argent, en fait, ils ont toujours de l'allocation. Le problème que tu as quand tu es investisseur, que tu as un gros fonds de PI, c'est que ce n'est intéressant que si tu as du volume, quoi. Et donc le volume, ça veut dire qu'il te faut du coup des montants importants. Et ils vont pas aller chercher du Madame Michu pour rentrer chez eux. Après, tu as des asset managers, tu vois. Tu as des asset managers comme GAM ou comme autres. Je suis sûr que leur métier, à un moment donné, ou même, tu vois, Société Générale pourrait le faire à un moment donné, tu vois, c'est de créer des véhicules ou des compartiments dans lesquels ils mettent un maximum d'argent pour investir dans les fonds. Mais tu regardes, par exemple, je prends l'exemple de Société Générale, c'est intéressant. Ils vont appeler leurs meilleurs clients les plus fortunés, pour leur donner des allocations dans des très beaux fonds de private equity dans lesquels ils ont réussi à avoir quelque chose. Mais malheureusement, ton agence du coin, jamais elle va te donner ça, quoi. Non. Et je pense qu'elle va pas te donner ça parce que le job de ton banquier, c'est de sécuriser ton argent, c'est de l'investir de manière pas trop risquée. En fait, c'est pas de jouer le game du private equity avec des promesses à 15% de TRI+, qui parfois, malheureusement, ne se réaliseront pas, quoi. Et donc, ça peut être que des tiers extérieurs qui vont le faire. Comme tout actif. Après, qu'est-ce que tu fais pour Madame Michu qui a 10 000 euros aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce que tu lui proposes? Du coup, tu lui fermes l'écosystème du PE? En fait, donc je parle de Madame Michu parce qu'en fait, Madame Michu, c'est la star nationale de tous les débats. débats. Et c'est celle qui est née sans téléphone mobile, qui un jour a eu un iPhone et qui continue à utiliser son iPhone que pour téléphoner, faire des textos et faire un WhatsApp, quoi, avec sa famille. Ouais. Et en réalité, le Madame Michu de demain, c'est Monsieur Trucmuche, qui lui, par contre, est un digital native, a l'habitude de spiler de temps en temps sur une app pour faire des paris, faire un coup de poker, miser en bourse, ou même sur son app Revolut ou je ne sais quoi, ou sur Finari ou autre chose, et qui en fait est habitué à ça. Et donc demain, quand il aura une plateforme devant lui où il aura la possibilité d'investir 1000, 5000, 10 000 euros en un clic dans des fonds de PI, il va le faire. Et en fait, le gap, il est là. C'est-à-dire que oui, la technologie a permis ces 10 dernières années potentiellement de créer ses propres plateformes, mais les générations n'étaient pas encore assez mûres, elles étaient encore toutes jeunes, quoi. Et là, en fait, il y a des générations qui sont dans la vie active, qui gagnent de l'argent, qui commencent à être de plus en plus éduquées, et donc pour lesquelles des boîtes comme Fundora, en fait, vont être pertinentes. Tu penses que... C'est un problème de time to market pour moi. On n'est pas très loin. Bon, on est déjà beaucoup plus proche qu'il y a 2-3 ans. Tu vois, c'est exponentiel. Est-ce que tu penses que des émissions comme Qui veut être mon associé ont participé à cette envie d'investir de la part du retail, tu vois, de s'y intéresser? Je sais pas. Pour moi, Qui veut être mon associé, c'est du divertissement, tu vois. Donc, c'est pas de l'investissement. Donc, il faut pas mélanger les choses et ça se voit dans les projets, dans la manière. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, l'effet à la fin, tu vois, au niveau du retail, est-ce que ça lui donne envie d'investir, tu vois? Franchement, je suis pas trop sûr. Je crois pas. Mais et après, il y a un autre truc, c'est qu'il y a une vraie opacité sur le pire. Tu vois, quand tu mises en bourse, c'est des boîtes qui publient leurs comptes, qui racontent des histoires.
quand tu investis dans un fonds de PI, tu n'as aucune idée des deals qu'ils ont fait. Ils vont jamais te raconter les coulisses. Et les pires boîtes et les meilleures boîtes, t'en sauras rien, quoi. Tu vois. Si tu t'appelles Silver Lake, tu vas pas appeler tout le monde en disant mon meilleur deal en France, c'est Silae, produit de RH, franchement pas très joli, pas très pratique à utiliser, bien sûr. terrible, mais que 100% des experts comptables commencent à avoir. En situation hégémonique et sur lequel je peux tripler le prix, personne ne va rien dire et je vais me gaver en marge, tu vois. C'est pas le genre de truc que tu racontes sur qui veut être mon associé, tu vois. C'est sûr que c'est un peu moins sexy, ouais. Et ils vont pas te le raconter quand ils vont pitcher le public, tu vois. Tu peux pas le dire, ça, c'est interdit. Donc, ça veut dire que... je sais pas ce que ça veut dire en termes de... Parce que le problème, c'est que pour investir, il faut quand même avoir un minimum d'informations. Donc, qu'est-ce que tu fournis comme information ? Et toi, ton information, c'est en gros, j'ai un micro-prospectus, j'ai des perfs historiques, et en gros, il faut que tu fasses confiance au fait que c'est des gens bien installés, quoi. C'est ça. Jean, c'est le moment de nous raconter ton pire deal. Donc là, cette fois, il y en aura qu'un. Je pense que tu vas pas... Non, je vais pas m'étaler trop. tu vas pas hésiter. Pareil, des éléments de contexte. Je t'écoute, je te coupe aussi souvent pour te poser des questions. Et puis, c'est parti. Il y a... C'était quoi ? C'était il y a... J'en réfléchis. 2016-2017. Je vais dans la Silicon Valley, dans un accélérateur qui s'appelle 500. Et puis, j'ai un mec qui me pitch, un Nick. Il me pitch une boîte qui s'appelle The Pill Club. Donc, c'est des pilules contraceptives par abonnement. Et puis, le mec s'est pas mal démerdé. Il vend pour $40,000 par mois, tu vois, de pilules contraceptives. Il est tout seul, il paye pas de mine, mais il s'arrache. Je trouve, j'aime bien. Je lui dis, c'est cool, on va mettre un ticket. Donc, on met 150 000 € chez lui, $50,000. Et puis, j'ai pas de news pendant 1 an et demi, quoi. Puis, fin 2017, je lui écris, je lui dis, hey Nick, ça va, t'as des news ? Il me dit, ouais, super, écoute, on a, je sais plus combien d'abonnés, mais on fait 10 millions d'ARR, donc de chiffres récurrents annuels. Je dis, putain, c'est ouf, génial. 2018, même pas besoin de lui écrire, le mec m'envoie un mail en fin d'année. Normalement, j'imagine que tu vas demander des news. Écoute, je te donne les news. Voilà, on a 72 000 abonnés et on fait 45 millions d'ARR par an. Je me dis, mais c'est extraordinaire. Et puis, l'année d'après, on est fin 2019. Je dis, comment ça va ? Il me dit, écoute, comme d'hab, ça va. On fait 100 millions d'ARR, tu vois. Et moi, dans ma ligne, dans mes books, j'ai 2016, The Pill Club, une boîte dans laquelle j'ai mis $150,000 et sur le papier, ça vaut genre 10 millions, quoi. Je me dis, mais c'est ouf, en fait, ça me rembourse tout mon portefeuille. Et puis à ce moment-là, il refait une autre levée de fonds. Et puis, j'ai pas trop de news, je sais pas trop ce qui se passe. Et puis, j'étais en train de faire la mise à jour de nos boîtes. Il relève combien ? Je sais plus, mais un montant assez significatif. Tu vois, la boîte fait 100 millions d'ARR, ça veut dire qu'elle est valorisée... je sais pas combien elle était valorisée à l'époque. Tu sais quoi, je vais regarder. On va rigoler. Je sais pas si on va rigoler beaucoup. Tu vas faire le... Mais bon. un tableau en 3. Alors, exactement. Alors, The Pill Club. Il y en a beaucoup, il faut descendre. VUT. T. Travaux, trafic. The Pill Club. Alors, donc à l'époque, c'était septembre 2016, on avait investi $150,000 sur une valeur à 8 millions. Et à la dernière levée, il avait levé en juillet 2021 un tour à 400 millions de valo. Moi, j'étais trop content, quoi. Je t'ai refait. Et en avril 2023, le mec m'appelle et me dit le marché s'est retourné, la concurrence a été accrue, on ne s'est pas entendu avec l'actionnaire. Puis entre-temps, moi, je suis parti monter une autre boîte. Et donc, j'ai laissé quelqu'un gérer. Et là, ils viennent de m'appeler. Et on vient de se faire racheter à la barre, ça vaut 0. Quoi ? Et en fait, tu comprends pas parce que pour moi, Pill Club, c'était la boîte dont je parlais qui était imbutable. Pour moi, c'était facile. Tu vois, les mecs vendaient des pilules contraceptives. Ça faisait de la marge, c'était en croissance.
10, Ouais. 45, 100, boum, ça vaut 400 millions. Donc en plus, c'est valorisé beaucoup, mais en même temps pas trop, parce que enfin, voilà, ça me paraissait bien géré. Pour moi, c'était intuable. Tu vois, dans mes books, ça avait les 10 bars, jamais ça pouvait avoir zéro. Et du jour au lendemain, en fait, tout d'un coup, ma net asset value sur nos books, genre. Mais comment c'est possible que ça vaille zéro? C'est quoi le chemin? Bah, en fait, le chemin, c'est à un moment donné, tu prends confiance, tu as un peu trop la confiance, tu te diversifies pas assez ou tu n'offres pas assez, et puis tu as des concurrents qui arrivent, qui sortent des produits de meilleure qualité, moins chers, avec une meilleure distribution. Et en fait, ils commencent à te piquer ils commencent à te piquer du client. Et puis après, là, dans ce cadre-là, je sais qu'il y a eu des difficultés et donc du coup, ça s'était su et comme il y a eu des difficultés, en fait, du coup, les patients allaient ailleurs et en fait, c'est une espèce de cercle vicieux qui s'était créé et en un an, la boîte est partie au tapis, quoi. Et ce qui est dingue, c'est qu'on avait une boîte qu'on avait financée quelques années avant à New York, des Français qui faisaient quelque chose d'un peu, tu vois, d'adjacent à The Peak Club. Ouais. Et moi, j'ai reçu au même moment le report. En fait, non. Pire que ça, j'ai pas su que Peak Club allait au tapis. Je l'ai su quand j'ai reçu le reporting de cette autre boîte française qu'on avait financée qui m'expliquait qu'ils étaient en train de racheter le portefeuille de patients de Peak Club. Putain, mais c'est ouf. Et je me dis, what the fuck, quoi. Genre, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Non, mais vous êtes petit, vous êtes très gros. c'est pas ça, quoi ce normalement. bordel, Ouais. quoi. Et en fait, il faut que je retrouve l'email parce qu'il est Ah, ça serait énorme. de la boîte où je vois ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait un mail au CEO en disant mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit ah ben moi écoute j'y suis plus depuis je sais plus quand. Et alors T'as dit, je suis parti monter une autre boîte. Ok. il est de sympa parce qu'il a monté une autre boîte dans laquelle on a investi quand même. Ok. Hop là. Alors tac. Donc alors donc The Peak Club. Ce qui est génial c'est les Key Business Update, donc 2023, année exceptionnelle pour la boîte en question dont je parle, qui a racheté la partie de The Peak Club. Voilà, on est passé de 31 000 à 100 000 utilisateurs grâce à l'acquisition de deux compétiteurs, Simple Health et The Peak Club. Ok, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'était février de cette année. Mais ce qui est intéressant, c'est quand j'ai vu passer ça la première fois en... Ah ouais, c'est ça. Donc j'étais pas au courant. 27 juillet 2023. Donc il parle de l'acquisition de The Peak Club. Et voilà, il dit The Peak Club filed for bankruptcy in April 2023. Tu vois, et on a acquis 20% de leurs patients en juin 2023. Et ça leur a coûté rien, quoi. Et ça, je sais pas. Et en fait, ce jour-là, j'ai envoyé un mail à la team en disant mettez 0 dans nos comptes, ça vaut 0. Et on est passé de presque 10 millions. Mais à ça, le 0. fondateur, il l'anticipe pas quand même un peu avant. Il vient pas un peu au secours dire bah là. En fait, le mec qu'on a financé est plus le mec qui était à la tête de la boîte. Ok. Et son petit actionnaire Kima de 2016 qui a mis $150 000, ils s'en bat les couilles. Mm. Donc pour eux, on était personne. Ça ne les intéressait pas. En plus, on est français, on finance que des francophones maintenant, donc même pour le karma, pour le futur, aucun intérêt pour eux. Et toi, t'as dit que vous aviez investi dans une boîte adjacente à celle-ci. Comment tu délimites la frontière d'une boîte dans laquelle tu peux ou peux pas investir par rapport à une boîte que tu as dans ton portefeuille justement? Pick Up faisait vraiment de la pilule contraceptive. Ouais. Et l'autre boîte dans laquelle on a investi, et d'ailleurs on a hésité quand même, faisait du moyen de contraception au sens large par abonnement. Et en fait, le marché des moyens de contraception aux US est monstrueux en taille. Et il n'y avait pas de problème à investir dans cette deuxième boîte, quoi. Et d'ailleurs, bien mal nous en a pris parce que c'est eux qui récupèrent le portefeuille patient de The Peak Club. Et j'espère qu'ils vont bien le recycler, tu vois. Et le fondateur, encore une fois, il n'a pas essayé de trouver des solutions, enfin un max Oui, de c'est solutions pour relever la boîte. Enfin, le nouveau CEO, je veux dire. J'ai jamais eu le nouveau CEO. Toi, tu J'ai sais jamais même pas parlé. qui. Ah, tu l'as jamais parlé. Ok. Non. En fait, pour eux, on n'était personne. On comptait pas. Ok, donc tu n'as même pas plus d'infos, toi, à ce niveau-là. Non, ce qui a j'ai pu se juste passer, le CEO d'avant qui m'a dit écoute, ils ont fait des choix stratégiques hasardeux, ils ont commencé à trop embaucher, à brûler, à mal gérer les patients. Et en fait, je pense que l'ADN, l'âme, la gestion du CEO précédent s'est perdue quand il a passé la main. Et donc, terrible.
Ça arrive souvent que des boîtes, quand on change de CEO, ça soit plus un Écoute, mal les qu'un bien. meilleurs greffes de CEO dans des boîtes dans lesquelles les fondateurs s'en vont, c'est systématiquement des gens en interne qui montent en compétences. Ouais, ok. C'est jamais quelqu'un d'extérieur, ou extrêmement rarement. Parce que... Une histoire d'adoption, peut-être des c'est équipes. en fait, c'est une greffe. Ouais. Et donc, pour le une corps greffe... l'accepte ou non, quoi. Et puis, c'est pas juste A-, A+, tu vois, O, AB, en fait, non. Ouais, il y a En fait, plein d'autres possibilités. Ouais, tu vois, dans l'entrepreneuriat, tu fais venir un CEO dans une boîte, le match des cultures, c'est un dur, concept. ouais. Hein. Ouais. Donc, plus difficile. Ok. J'en ai besoin, Jean, c'est quoi la morale de cette histoire? De la morale de Pick Club. Ouais, de ce mauvais deal. La morale, c'est que il est long et difficile de construire. Il est extrêmement facile de détruire. Et donc, il y a des... Et on le voit, nous, tu vois, nos boîtes, elles galèrent pour construire des choses belles. Et parfois, on n'a rien de temps avec des choix stratégiques hasardeux, de mauvaises tactiques, en argent mal employé. Elles peuvent détruire beaucoup de valeur en très peu de temps. Et c'est ce qui s'est passé dans ce cadre-là. En un an de temps, pouf, la boîte est partie au tapis. Et dans le même temps, tu as des boîtes qui, en un an de temps, vont retourner tu vois, les choses pour faire des choses extraordinaires, quoi. Mais donc, c'est vraiment de prendre conscience qu'il faut du temps et de la résilience pour construire. Et que c'est malheureusement facile de tout foutre en l'air. Ouais, ça va très vite. Hyper intéressant. J'ai une dernière question pour toi, pas des moindres. C'est vrai que celle d'avant, c'est vrai que je t'ai fait quand même un jeu et tout, un peu... Bon, ok. Non, ça va. Qui est-ce que tu aimerais voir dans un prochain épisode de Due Deal, qui se prêterait bien à l'exercice? Et qu'est-ce que tu aurais à lui dire pour peut-être le motiver à venir? Écoute, invite Boris Golden de chez Partech. Je l'ai tenté. Xavier c'est ne mon droit. viendra pas, c'est pas son truc. Je m'en doutais, mais vas-y. T'invites Boris Golden de chez Partech parce Ok. qu'il fait du site, donc il a vu beaucoup de deals. Ouais. C'est un garçon, c'est un fan de maths très cartésien et donc qui a vraiment une très fine analyse des boîtes de son portefeuille qui ont réussi et de celles qui ont échoué. Et je pense qu'il saura très très bien se prêter à l'exercice. Ok, trop bien. Merci pour la reco. Fin Avec de tournage plaisir. pour Jean.